Alors, ces gens-là, en fin de compte, on était 14, il y avait le seul moyen qu'on avait, chacun se débrouillait pour solutionner ses problèmes alimentaires. C'est-à-dire que ces gens-là devenaient des clandestins. La population française, pour se nourrir, avait des cartes d'alimentation. Les cartes d'alimentation, c'était des petites feuilles comme des feuilles d'un cahier, mais séparées par des petits timbres. Et il y avait marqué 50 grammes de pain. Sur une autre feuille, euh, du beurre, ouais, 200 grammes de beurre ou de farine, etc. Ou 300 grammes de viande. Et quand on allait chez le boucher, on achetait 300 grammes de viande, on enlevait 300 grammes de tickets, on les donnait et on payait. Mais quand on n'avait pas de tickets, on ne pouvait pas. Donc, les gens, ils étaient clandestins, ils n'avaient pas de carte d'alimentation. Alors, ils faisaient le porte-à-porte des commerçants d'Ozoir-la-Ferrière ou des fermes et ils essayaient de ramener un peu de beurre, un peu de lait, des œufs et puis on se partageait ça entre nous et c'est comme ça qu'on a vécu. Alors on a vécu comme ça pendant un certain temps, on ne savait pas comment ça allait se terminer et un beau jour que tout le monde était parti régler les problèmes alimentaires et il n'y avait plus que mon père et moi. Alors moi, c'est curieux parce que j'ai des souvenirs qui sont flous et d'autres souvenirs qui sont d'une netteté comme si ça s'était passé hier. Mon père était assis sur les deux marches qu'il fallait enjamber pour rentrer dans notre pièce de 16 mètres carrés. Il était assis devant et il était en train de repriser des chaussettes. Personne ne pouvait le faire à notre place. Moi, j'étais à l'intérieur et je lisais Le Capitan. Le Capitan, c'est un livre qui a été écrit par un écrivain qui s'appelait Michel Zévaco. C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Et puis donc, j'étais en train de lire ce livre. Dans la chambre, il y avait une fenêtre qui me permettait de voir à l'extérieur ce qui se passait dans la rue. J'étais en train de lire et d'un seul coup, je vois un vélo avec un Allemand. Et sur le cadre du vélo, il y avait une jeune fille qui devait avoir dans les 17 ans que je connaissais parce que quand j'ai été enfant, j'avais joué avec elle. Et cette fille-là, c'était la fille du garde-barrière d'Ozoir-la-Ferrière. À l'époque, il y avait un garde-barrière qui fermait la barrière pour que les voitures ne passent pas si les trains arrivaient. Elle, c'était la fille du garde-barrière. Et je l'ai vue, là je l'ai vue, j'ai pas besoin qu'on me raconte comment c'était passé, c'est moi qui l'ai vue. Elle a montré à l'Allemand la maison. L'Allemand est descendu de son vélo, il est rentré sur notre terrain, il a vu mon père en train de repriser et il a demandé à mon père ses papiers. Mon père lui a montré ses papiers. Est-ce que vous êtes propriétaire? Il lui a posé un tas de questions. Et puis, il est reparti avec la fille. Et nous, on était perplexes, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pourquoi il est venu tout seul? Pourquoi il est reparti? On était inquiets, mais sans solution, sans réponse. Et une heure après, effectivement, il y a 4 Allemands qui arrivent, 3 Allemands et un sous-officier qui les commandait. Alors là, ils étaient armés et casqués. Et le sous-officier, heureusement que tous les gens étaient partis. Il n'y avait que mon père et moi. Moi, j'étais à l'intérieur de la pièce.
et ils disent à mon père, prenez une veste et suivez-nous. Et mon père rentre dans la pièce et il me fait chut. Et moi j'ai fait pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Et puis il prend une veste et il ressort et moi je le suis. Et juste à l'extrême limite, je vois les casques. Hop, je rentre à l'intérieur et mon père ferme la porte et j'entends encore le sous-officier qui dit à mon père, mais vous fermez pas à clé. Je fais une parenthèse. Ma langue maternelle, ça s'appelle le yiddish. Le yiddish, c'est la langue qui est parlée par les juifs d'Europe. Les juifs qu'on appelle les séfarades, ceux d'Afrique du Nord en particulier ou d'Espagne, ont un autre langage. Et nous, notre yiddish, il a été imprégné au moins pour 50% de son vocabulaire de l'allemand. C'est-à-dire que quand j'étais dans la résistance et qu'on a eu des prisonniers allemands, j'ai pu faire l'interprète parce que mon yiddish me permettait de comprendre l'allemand. Alors j'ai donc entendu le sous-officier qui disait, quand il a dit à mon père, vous ne fermez pas la porte à clé. Et mon père lui a dit, mais moi j'ai rien à me reprocher, je suis sûr que je vais revenir tout de suite. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Et là ça se passe comme au cinéma. Sauf que c'est pas du cinéma. Nous, on habitait à une extrémité d'Ozoir-la-Ferrière. Pour aller là où il y avait le cantonnement des Allemands, où il y avait leur commandanture, c'était au château de Rothschild. Je ne sais pas si vous le connaissez. Maintenant, il y a un grand golfe, le golfe d'Ozoir. À l'époque, c'était le château de Rothschild, qui existait certainement toujours. Et c'est là-bas que les pères missionnaires allemands étaient cantonnés. Il y avait à peu près 2,5 km à 3 km pour aller de chez moi jusqu'à là-bas. Mon père a traversé Ozoir avec tous les gens, tous les pavillons sur le pas de leur porte. Quand mon père est parti, je suis sorti derrière. Et j'étais, je sais pas moi, à 50 ou 100 mètres derrière, pas trop près, pas trop loin. Je pleurais les larmes de mon corps. J'avais 14 ans. Et les gens me voyaient. J'ai traversé comme ça. Je ne sais pas comment je marchais, je faisais un pas contre l'autre. Vous pouvez vous identifier à moi. C'est... Excusez-moi, ça ne dure pas longtemps. C'est l'un des souvenirs les plus éprouvants d'avoir marché derrière mon père comme ça, pendant 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Pas un mot de compassion, pas un mot de haine, pas un mot d'un... Je ne comprenais rien. Je suis passé devant un silence de ces gens, un silence. J'avais l'estomac, les tripes qui étaient en bouillie, je ne sais pas. Et puis, au bout d'une certaine distance, il y avait le coiffeur, qui était un ami de mon père, qui était dans la foule et qui m'a vu. Il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Ne suis pas ton père, tu vas te faire arrêter avec lui et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, viens chez moi, s'il y a du pain pour moi, il y en aura pour toi. » Il s'appelait Wilfried, c'est un Alsacien. C'est un gars que j'ai en mémoire pour toujours. Et j'ai été chez lui. Et mon père a donc été amené à la commandanture d'Ozoir-la-Ferrière. Et il a été mis en prison. Et normalement,
le circuit normal était le suivant. Il est en prison. De la prison, on l'amène à Drancy. Drancy, c'était l'endroit, le camp de rétention de Drancy au nord de Paris, c'était l'endroit où tous les raflés de Paris et de France étaient rassemblés avant d'être mis dans des wagons à bestiaux qui partaient vers les camps de concentration, en particulier à Auschwitz, camp de la mort, camp d'extermination. Tous les camps n'étaient pas des camps d'extermination, mais Auschwitz et quelques autres l'étaient. Donc ça, c'était le circuit normal pour mon père. Ma mère, elle était déjà partie. Quand elle a été arrêtée au Veldiv, 7 mois après, elle a été mise dans des wagons, elle est partie. Et je pense que 7 mois après, elle a été gazée. Et puis, est passée dans les fours crématoires, et voilà. Et alors donc, mon père est en prison, et le hasard fait que le commandant du camp qui a ordonné l'arrestation de mon père, il part sur le front russe, parce que c'était une guerre mondiale. Elle avait lieu dans le Pacifique avec les Japonais, elle avait lieu en Afrique du Nord, mais les combats principaux étaient sur le front russe. 90% de l'armée allemande combattait sur le front russe. 10% de l'armée allemande combattait les Américains et les Anglais sur tous les autres fronts. Mais pour que 90% combattent sur le front russe, ça vous dit l'importance qu'avait cette guerre entre l'Allemagne et la Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique. C'est comme ça que ça s'appelait. Et alors, donc, le commandant du camp d'Auzoir part pour le front russe et est remplacé par un autre commandant qui est un Autrichien. Cet Autrichien arrive, il regarde le procès verbal et il voit qu'il y a un prisonnier chez lui, un seul prisonnier. Alors, il cherche à comprendre, il demande qu'on lui amène le prisonnier. Et au bout de 3 ou 4 jours de prison, mon père se trouve devant ce commandant autrichien, et le commandant autrichien demande à mon père « Comment vous vous appelez ?» Et mon père lui dit « Oui, Henri Kleinberg. Vous êtes là pourquoi ?»« Je suis là parce que je suis juif. » « Qu'est-ce qu'on vous reproche ?»« Rien, je suis innocent, je suis juif. » Et ce commandant lui dit « Écoute, vous rentrez chez vous et vous restez à la disposition des autorités militaires. » Ça veut dire, si vous me permettez en langage plus vulgaire, barrez-vous, je ne veux plus vous voir. Et ce commandant a sauvé la vie de mon père. Je peux vous dire que c'est un cas qui s'est produit peut-être une fois sur 10 000, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup d'autres cas. Mais moi, ça m'a appris une chose. Il ne faut jamais faire l'amalgame. Jamais dire tous pourris. Jamais, jamais. Et parce que c'est jamais comme ça. Il y a eu 43% de gens qui ont voté pour Hitler pour le porter au pouvoir. Mais s'il y a eu 43% de gens qui ont voté pour Hitler, il y en a eu 57 qui n'ont pas voté pour lui, parmi lesquels il y avait des communistes, et des socialistes, et des syndicaux, et des démocrates, qui n'ont pas voté pour lui. Et j'imagine que ce commandant était l'un de ceux-là, parce qu'il a pris un risque énorme. Les soldats qui étaient dans ce camp, ils ont bien vu qu'on emmenait un prisonnier, surtout qu'il n'y en avait qu'un seul, ça ne pouvait pas ne pas se remarquer. Et ils ont vu ce prisonnier ressortir. J'imagine le risque qu'a pris ce commandant
en laissant la liberté de mon père. C'était vraiment, j'ai tout fait pour le retrouver après la guerre et j'ai pas réussi. Mais il aurait mérité que je lui fasse une statue. Donc, mon père est ressorti et il s'est douté tout de suite que j'étais chez le coiffeur. Et alors, en se rendant chez le coiffeur, j'ai retrouvé mon père, que je croyais ne plus revoir. Alors, je dois vous dire que quand mon père a été arrêté, il avait des cheveux bruns, comme tous les bruns qui sont ici. Et quand il est revenu, au bout de 4 jours, il avait des cheveux blancs.